vous obtenez un emploi. Et c'était mon pauvre père allant à l'école, trouvant un emploi, obtenant son doctorat. Et donc, voici le flux de trésorerie. Ainsi, le revenu entre. Et ça sort de cette façon. La première ligne de dépense est l'impôt. Donc, c'est le modèle de flux de trésorerie d'une personne pauvre. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez. La plupart des gens, vous savez, je m'en fiche si vous avez un doctorat ou pas du tout d'études, mais ils ne peuvent pas contrôler les flux de trésorerie qui sortent par leurs dépenses. Donc, c'est une personne pauvre. Voici la façon dont un membre de la classe moyenne gère son flux de trésorerie. Et c'est là que la maison entre en jeu. Ils ont mis 25 $ dans sa poche. Mais Kim possède maintenant 6 500 propriétés locatives. Et elle ne paie pas d'impôts parce que les revenus viennent de là. Si vous avez un emploi, vous payez des impôts. Mais le revenu, les riches s'enrichissent. Aujourd'hui, cette vidéo s'inspire des enseignements de Robert Kiyosaki, mais cette fois-ci, il va nous expliquer les concepts d'actifs et de passifs. Je l'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, mais Robert va nous donner des explications plus détaillées pour mieux comprendre comment dépenser notre argent intelligemment et comment le faire fructifier grâce à nos choix. Alors, c'est parti! Alors, bienvenue de nouveau à Robert Kiyosaki, avec la fille de mon cher ami ici, Alexa. Je ne sais plus combien, mais continuons avec une autre leçon ici. Et donc, nous parlions, vous savez, des actifs et des passifs. Eh bien, je pense que c'est une conception à laquelle beaucoup de gens croient. Mais comme vous l'avez démontré lors du dernier séminaire auquel nous sommes allés en Argentine, ma mère avait ses propriétés et elle les a transformées en actifs, n'est-ce pas? Je pense que cela dépend de ce que vous en faites. Et ce serait génial si vous pouviez nous montrer comment transformer votre maison en actif. C'est vraiment fondamental. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais probablement abordé plus tôt. C'est une question cruciale et c'est vraiment cela, l'éducation et la culture financière. Encore une fois, cela commence par un état financier. Et je dirais probablement que 95% de tous les diplômés universitaires ne savent pas ce qu'est un état financier. Mais je dis aux jeunes comme toi qu'il y a 6 mots de base pour la littératie financière et l'éducation financière. Et les 6 mots, encore une fois, sont revenus, dépenses, actifs, responsabilité. Vous voyez, je ne me soucie pas vraiment de mon score FICO. Un score FICO indique simplement si vous êtes digne de confiance pour emprunter de l'argent, mais une banque n'acceptera jamais. J'emprunte des centaines de millions de dollars. Un score FICO, ça ne pourrait pas m'y amener, d'accord? Et donc, c'est en quelque sorte une ruse. Je veux dire, c'est important, mais pas pour moi. Donc, ce sont les 4 mots, revenus, dépenses, actifs, passifs. Et les 2 derniers mots sont les mots flux de trésorerie. Et c'est pourquoi le jeu s'appelle flux de trésorerie. Et le secret pour être riche n'est pas une éducation universitaire, mais pouvez-vous contrôler le cash flow. Et voici à quoi ressemble le cash flow. Donc ceci ici, j'ai besoin de cela, revenus, dépenses, actifs, passifs. Encore une fois, c'est vous obtenez un emploi. Et c'était mon pauvre père allant à l'école, trouvant un emploi, obtenant son doctorat. Et donc, voici le flux de trésorerie. Ainsi, le revenu entre. Et ça sort de cette façon. La première ligne de dépense est l'impôt. Donc, c'est le modèle de flux de trésorerie d'une personne pauvre. Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez. La plupart des gens, vous savez, je m'en fiche si vous avez un doctorat ou pas du tout d'études, mais ils ne peuvent pas contrôler les flux de trésorerie qui sortent par leurs dépenses. Donc, c'est une personne pauvre. Voici la façon dont un membre de la classe moyenne gère son flux de trésorerie. Et c'est là que la maison entre en jeu. La première chose que la plupart des jeunes font quand ils obtiennent une augmentation de salaire ou autre, c'est qu'ils s'achètent une maison plus grande. « Oh, ma maison est un actif. » Maintenant, qui vous dit cela? Votre agent immobilier, bien sûr, ouais. N'est-ce pas? Parce qu'ils veulent vous donner ce faux sentiment de sécurité pendant que vous vous faites avoir. Exactement. Mais quand vous regardez ce qui se passe avec une maison, une résidence personnelle, je veux dire, quelque chose dans lequel je vis, l'argent entre et sort, et c'est la classe moyenne. Mais cela sort aussi à travers une hypothèque. Vous avez des taxes et vous avez de l'entretien. Donc l'argent sort toujours. C'est pourquoi votre maison n'est pas un actif. C'est parce qu'elle prend de l'argent de votre poche
Donc, très simplement dit, les actifs mettent de l'argent dans ma poche. Les passifs prennent de l'argent de ma poche. Et puis ceci ici est, donc je ne dis pas de ne pas acheter une maison, mais voici une maison. Et j'ai commencé à 25 ans, j'ai acheté ma première maison. Et c'était un appartement, c'était une propriété d'investissement. Je n'y ai pas vécu, je l'ai loué. Et ça a mis de l'argent dans ma poche. Donc très simplement, la définition d'un actif et d'un passif n'est pas la maison ou ceci, c'est le flux de trésorerie. Où va l'argent? Selon Robert Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Dans le cas d'une maison, elle peut être considérée comme un actif si elle génère des revenus, par exemple si vous la louez. Dans ce cas, elle produit un flux de trésorerie positif qui contribue à vos revenus. En revanche, une maison peut être un passif si elle ne génère pas de revenus et entraîne des coûts, comme les paiements hypothécaires, les taxes et les frais d'entretien. Dans ce scénario, elle retire de l'argent de votre poche sans vous apporter de retour sur investissement. Ainsi, la classification d'une maison en tant qu'actif ou passif dépend de son impact sur vos finances. Autrement dit, c'est vraiment une question de comment elle affecte ta situation financière, et voilà ce que Robert a expliqué sur ce point. Donc, en tant que jeune personne, ou même si vous êtes vieux, l'intelligence financière est la capacité à contrôler le flux de trésorerie. Et c'est ça qu'ils ne vous enseignent pas à l'école. Ils vous disent d'aller à l'école, d'obtenir un emploi. La première chose, c'est l'impôt. La plupart de votre argent sortira par les impôts au cours de votre vie. Ensuite, ils vous disent d'acheter une maison et une voiture. Une voiture est un actif, une voiture est un passif. Vous avez l'assurance, l'essence, l'entretien et tout cela. Maintenant, si vous achetez une voiture de taxi, ça pourrait être un actif. C'est le flux de trésorerie. Et c'est très simplement cela. Donc, c'est une personne pauvre. L'argent sort, il y en a beaucoup. Nous venons d'interviewer quelques joueurs de la Ligue nationale de football qui gagnent des millions de dollars dans la vingtaine. Et la plupart d'entre eux sont fauchés en 2 ans parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur flux de trésorerie. L'intelligence, le quotient intellectuel, c'est pouvez-vous contrôler le flux de trésorerie, pas votre diplôme universitaire. Les diplômes universitaires sont importants, mais ils ne vont pas vous apprendre cela. Alors, j'ai commencé avec ça. Ça m'a coûté 18 000 $. J'ai payé avec la carte de crédit et j'ai mis 25 $ dans ma poche. C'est un retour infini parce que le flux de trésorerie a payé l'hypothèque, il a payé les dépenses, paye les coûts d'exploitation. Et j'ai quand même gagné 25 $. La première affaire de Kim était la même. La sienne était de 18 000 $. C'était 50 000 $, 45 000 $, et ils ont mis 25 $ dans sa poche. Mais Kim possède maintenant 6 500 propriétés locatives. Et elle ne paie pas d'impôts parce que les revenus viennent de là. Si vous avez un emploi, vous payez des impôts. Mais le revenu, les riches s'enrichissent. Ici, Robert parle de Kim, sa femme. Elle est également impliquée dans ses projets et ses enseignements sur la finance. Ensemble, ils partagent des idées sur la gestion de l'argent et l'investissement. D'ailleurs, Robert et Kim Kiyosaki ont cofondé une entreprise appelée Rich Dad Company. Cette entreprise se concentre sur l'éducation financière et propose des ressources pour aider les gens à mieux comprendre la gestion de l'argent et l'investissement. Ils ont également écrit plusieurs livres ensemble et participent à des séminaires pour partager leurs connaissances. Juste une parenthèse, une des leçons importantes que l'on peut tirer de la relation entre Robert et Kim Kiyosaki est l'importance de la collaboration et du soutien mutuel dans un partenariat. Ils travaillent ensemble pour partager leurs connaissances financières, ce qui montre que la communication et l'unité peuvent renforcer un projet commun. De plus, dans le monde de l'entrepreneuriat, être en couple peut parfois poser des problèmes, mais il est essentiel de choisir une partenaire qui partage les mêmes valeurs et ambitions que soi. De plus, il est important qu'elle soit quelqu'un qui t'aide à avancer. Comme on dit, derrière chaque homme, il y a une grande dame, et c'est vrai. Peut-être que dans nos prochaines vidéos, nous pourrions accueillir Kim. On continue. Mais Kim possède maintenant 6 500 propriétés locatives. Et elle ne paie pas d'impôts parce que les revenus viennent de là. Si vous avez un emploi, vous payez des impôts. Mais le revenu, les riches s'enrichissent. Parce que lorsque vous avez un revenu d'actif, les impôts sont moins élevés. Vous pouvez les réduire à 0 si vous le souhaitez. Mais c'est de l'intelligence financière. Mais pouvez-vous contrôler le flux de trésorerie? Alors, répétez-le encore.
Les actifs Les quoi? actifs, mettre de l'argent dans votre poche. Alors, quand vous achetez une nouvelle maison, vous devez vous demander est-ce que cela va prendre de l'argent ou en rapporter? Vous achetez un immeuble d'appartement, est-ce que cela va prendre de l'argent ou en rapporter? C'est ça. C'est le flux de trésorerie. Les 6 mots les plus importants pour l'intelligence financière et le quotient intellectuel sont revenus, dépenses, actifs, passifs, mais c'est vraiment le flux de trésorerie. Maintenant, si je pouvais aborder un sujet plus horrible, pour la plupart des jeunes, ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont des enfants. Un enfant est-il un actif ou un passif? Un enfant est certainement un passif. Je ne dis pas de ne pas avoir d'enfant, mais vous devez penser que l'enfant coûte cher et ils ne deviennent pas moins chers. Ils deviennent plus coûteux chaque année. Vous savez, ensuite ils vont à l'université et cela devient encore plus cher. Donc un être humain, et cela semble horrible pour tous les socialistes et communistes, mais le fait est que les enfants coûtent de l'argent. Mais en tant que personne âgée, je veux que vous pensiez à cela. En vieillissant, au fur et à mesure que les gens vieillissent, les membres de la famille deviennent des passifs. Robert ne dit pas que les enfants sont mauvais pour tes finances ou qu'il ne faut pas en avoir. Il souligne plutôt que plus tu as d'enfants, plus tes responsabilités augmentent. Sur ce point, il insiste sur l'importance d'être responsable avant d'envisager d'avoir des enfants, afin d'éviter des problèmes financiers liés à leur éducation. À un jeune âge, un enfant peut être considéré comme un passif, car il nécessite des dépenses. Cependant, peu importe la situation, la responsabilité de l'enfant repose sur toi jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. À l'avenir, s'il réussit, il pourrait devenir un actif. J'ai un ami dont la mère, Dieu merci, bénéficiait d'une assurance de longue durée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ils l'ont annulée pour elle. Elle peut aller dans une maison de retraite et je pense que le prix est de 18 000 $ par mois. Alors, en tant que jeune, à mesure que vos parents vieillissent, la question est: puis-je me permettre de dépenser 20 000 $ par mois pour les soins de santé à long terme de ma mère ou de mon père? Oui ou non? Non, pas maintenant. Non. Et cela va arriver à ma génération. Beaucoup de gens ne réalisent pas, mais leurs frères ou sœurs ou les enfants de leurs sœurs et tout cela deviennent des charges pour eux. Donc, en tant que personne relativement aisée, Kim, mes amis et moi réfléchissons à des dettes à 2 jambes. Donc, je sais aujourd'hui que si mes sœurs tombent malades, moi, je suis celui qui a de l'argent. Et c'est ma responsabilité de payer pour elles. Pareil pour mes frères et leurs enfants. Donc, ça, ce sont des choses auxquelles les gens ne pensent pas souvent. C'est ce qui se passe non seulement en grandissant, mais aussi en vieillissant. Les statistiques montrent que pour une personne moyenne, comme ma génération, supposons qu'elle ait $1 million, 80% de ce million disparaîtra dans les 2 dernières années de vie. Parce que les dépenses médicales montent en flèche. Et aujourd'hui, les compagnies d'assurance annulent, j'oublie le nom, mais la mère de mon ami, ça a juste été annulé. Donc il n'a pas 18 000 $ par mois. Alors il a dû amener sa mère chez lui et créer une autre chambre et tout ça. Eh bien, je l'aime, ce qu'il fait, mais elle est un gros fardeau. Et tout ce qu'il y avait, c'était des économies. Donc les économies s'épuisent ainsi. D'accord, donc votre question concernant les maisons et les personnes. Mais les personnes sont aussi des actifs et des passifs. Pour la plupart des gens avec notre sujet préféré, un 401K, c'est la base de l'intelligence financière, de la culture financière, des choses comme ça. Une autre chose à propos des gens, c'est que vous avez un mauvais conseiller, comme un mauvais planificateur financier, ou un escroc, ou un partenaire d'affaires qui est un escroc, une femme qui est une escroc, et tout ça. Il pourrait y avoir des responsabilités humaines. J'ai 2 amis en ce moment qui viennent juste de rejoindre un club des millionnaires. Ils ont épousé de belles femmes, ont divorcé, et maintenant, la femme coûte $1 million par an en pension alimentaire. Donc, leur belle femme et la pension alimentaire pour enfants, c'est $1 million. Et elle a seulement 40 ans. Mais pour moi-même, à 18 000 $ par mois, je peux générer ce flux de trésorerie assez facilement. Alors, quand tu es dans la vingtaine, comment vais-je faire, disons, d'ici là? Probablement 100 000 $ par mois pour m'occuper de mes parents. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est le flux de trésorerie et ils deviennent des passifs. Et le problème s'aggrave car les marchés obligataires ne fournissent pas de revenus.
Tant de compagnies d'assurance doivent renoncer à leur promesse de fournir le flux de trésorerie pour s'occuper de nos proches, comme pour le médical. Et c'est pourquoi, quand les gens disent qu'ils vont se lancer seuls et faire toutes ces choses, ils font un peu ce qu'ils aiment, ce qui est bien. Mais ils doivent vraiment réfléchir à combien de responsabilités elles ont. Ce n'est pas juste votre loyer, c'est votre famille. Et donc pour moi et pour Kim, nous avons des membres de la famille. J'espère que rien n'ira mal, mais si une de mes sœurs tombait malade et qu'elle ait besoin de 100 000 $ par mois, au moins je peux les fournir. Sinon, elles deviennent indigentes, quel que soit le terme. Donc, encore une fois, les 6 mots que tu dois connaître et maîtriser. Revenus, dépenses, actifs, passifs, flux de trésorerie. Mais tu peux contrôler le flux de trésorerie. C'est l'intelligence financière, le quotient intellectuel financier et la littératie financière. En résumé, Robert définit les revenus comme les gains d'argent que tu reçois, que ce soit par un salaire ou d'autres sources. Les passifs, en revanche, sont des éléments qui te coûtent de l'argent, comme les dettes et les dépenses. Les actifs sont des biens qui génèrent des revenus ou prennent de la valeur, tels que des investissements ou des biens immobiliers. Enfin, le flux de trésorerie représente le mouvement d'argent entrant et sortant de ton compte, et un flux de trésorerie positif est crucial pour maintenir une bonne santé financière. Ces concepts sont essentiels pour gérer efficacement tes finances et construire une richesse durable. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien retenu ce que vous avez appris. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Pensez aussi à aimer, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À bientôt.